Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, installez-vous. On est une centaine réunis pour cette inauguration d'IFTM et de la salle Agora. J'ai le plaisir de vous accueillir dans cette salle, chaque jour à 11h30 d'ailleurs, pour parler de marketing, de digital, de communication. C'est un plaisir de vous retrouver et d'avoir une salle pleine face à nous. On va saluer nos invités dans quelques instants. Vous êtes venus écouter la table ronde sur le marketing, les publicités, le CRM, choisir les bons canaux d'acquisition à l'ère de l'IA. Est-ce que vous avez bien vos casques sur les oreilles? Est-ce que vous nous entendez correctement? Alors il faut aller voir avec la technique si vous ne nous entendez pas. Est-ce que les gens de la technique peuvent aider ceux qui n'entendent pas? Nous sommes dans une silent room, donc la scène s'entend, mais les personnes qui sont dans la salle entendent par le casque. Face à la fragmentation des parcours voyageurs, comment identifier les bons leviers d'acquisition et de fidélisation? Cette conférence explore l'articulation entre data, IA, CRM, segmentation comportementale et marketing digital pour investir aux bons endroits, au bon moment. J'espère que ce sera un rendez-vous stratégique pour les marques touristiques que vous êtes en quête d'efficacité. Et je remercie quelques têtes connues qui s'installent dans la salle. Le voyage reste une industrie d'émotion et de confiance. Mais pour vendre, il faut aussi être trouvé, reconnu et choisi. En pleine turbulence de Google, de l'IA et des réseaux sociaux, les marketeurs hésitent entre plusieurs questions. Quels canaux d'acquisition choisir? Quels arbitrages budgétaires faut-il faire? Comment articuler sa stratégie selon son modèle économique, ses moyens et sa clientèle? En clair, notre objectif aujourd'hui, c'est de comprendre comment choisir et articuler les bons canaux dans un monde où le client peut découvrir une offre sur Instagram, comparer sur Google, poser une question à une IA, puis finalement réserver en agence ou sur un site spécialisé. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'être entouré de 3 intervenants de grande qualité. Merci madame, merci messieurs. Spécialiste du sujet. À ma gauche, Bertrand Bonnefoy, tu es directeur digital et marketing. Tu peux prendre le micro. Tu es directeur digital et marketing de Selectour, premier réseau d'agences de voyage en France. Bonjour Bertrand. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. À ta gauche, Lucille Grignier, tu es country manager France de Voyage Pirate, Holiday Pirate en anglais. Premier réseau, pas du tout. Une plateforme incontournable pour les bons plans et l'inspiration voyage. Merci pour l'introduction. Bonjour à tous. Salut Lucille. Et à ta gauche encore, Axel Ochiski, tu es directeur de Routard.com, qu'on ne présente plus, même si Routard.com mérite d'être encore plus connu. Référence éditoriale et communauté de voyageurs depuis plusieurs décennies. Bonjour Nicolas, bonjour à tous et ravi d'être avec vous aujourd'hui. On va commencer cette intervention par une première séquence sur les fondamentaux de l'acquisition, parce que c'est bien de parler des changements, des turbulences et des problèmes, mais on va d'abord revenir sur les fondamentaux. Quand on a préparé cette conférence, on a quand même évoqué ce qui marche encore. Et oui, parce qu'il y a des piliers de l'acquisition et du marketing digital. Selon vous trois, quels sont les fondamentaux de l'acquisition qui restent vrais en 2025, malgré tous les bouleversements récents qu'on va évoquer tout à l'heure? Qu'est-ce qui reste vrai? Bertrand, tu es au cœur d'un réseau de 1200 agences physiques, mais aussi d'une stratégie digitale très, très structurée. Bravo pour tout ce que tu fais. Quel levier reste selon toi incontournable pour faire venir un client en agence comme en ligne? Alors nous, on a un écosystème digital qui est assez varié, assez dense, puisqu'en effet, on active au quotidien une variété de leviers, tout en activant également des médias plutôt classiques. On le verra, on en parlera tout à l'heure, j'imagine. Mais pour répondre concrètement à ta question, nous, on a des médias comme la télé, la presse, etc., qui peuvent être des fondamentaux, des classiques qu'on continue encore aujourd'hui à exploiter. Et sur la partie digitale, on est sur des basiques, encore comme les réseaux sociaux, l'acquisition de trafic, le SEA, le SEO, etc., qui sont des leviers activés depuis plusieurs années et qu'on maintient malgré toutes les évolutions qu'on connaît tous depuis quelques temps,
qu'on maintient et qu'on utilise et exploite à bon escient encore aujourd'hui. Donc, tu nous as préparé un petit schéma. Donc ça, Ouais. c'est le parcours. On va en reparler avec Lucille et Axel. Mais chez Selectour, vous êtes partie des bases avec ce cercle là de travail autour de la notoriété. Vas-y, je te laisse expliquer ces fondamentaux, en fait, hein, les piliers C'est qui ça. restent valables en 2025, 2026. Alors, comme on le voit sur le schéma, dans les carrés bleus, on est sur concrètement les étapes clés du parcours client chez Selectour. On n'a pas réinventé, révolutionné le système, hein. On est sur de l'inspiration, de la recherche du conseil, l'achat, le voyage et ensuite la fidélisation. Et à côté de chacune des étapes du parcours client, on essaye d'apposer des objectifs marketing pour derrière ramener du trafic dans nos agences de voyage physiques, sur nos sites web. On a un écosystème de 300 sites web aujourd'hui qu'on travaille. Puis on va travailler bien sûr la conversion et ensuite valoriser la valeur client. Et donc, je montre une slide juste parce que oui, voilà. c'est ça le menu de la conférence aujourd'hui, hein. C'est la profondeur de travail que vous avez menée chez Selectour. Donc on va creuser un peu cette question. Je vais passer la parole simplement à Lucille. On revient sur Selectour, c'est important. Lucille, donc chez Voyage Pirate, vous touchez des millions d'utilisateurs sur les réseaux sociaux, l'emailing, votre application. C'est quoi pour toi les piliers qui sont toujours valables, toujours preuve, qui font toujours leur preuve dans l'inspiration et la conversion sur Voyage Pirate? Ouais, alors c'est exactement ça. Il y a deux côtés. Pour Voyage Pirate, c'est un peu particulier parce que contrairement à Selectour, on n'est pas vendeur. Donc on est vraiment une plateforme qui fait la sélection de bons plans qui sont proposés ensuite à notre audience plutôt organique. On compte très peu sur le marketing qu'on appelle payant. Et on investit énormément dans tout ce qui est organique. Donc le SEO, ça reste une grande source de trafic pour nous. Le CRM aussi pour la conversion. Et ce qui fait notre force et ce qui nous différencie du reste de l'écosystème travel, c'est la croissance encore aujourd'hui de nos audiences dans les réseaux sociaux. Donc au niveau de la notoriété, la découverte, l'inspiration, c'est au niveau des réseaux sociaux que ça se passe. D'accord. Donc Tu c'est un avais, peu, voilà, c'est cet écosystème-là qui est Oui, hyper exactement. puissant en fait, hein. Donc Là, c'est la France, hein. Oui, donc Voyage Pirate est le site français du groupe Holiday Pirate qui compte une dizaine de sites donc dans les différentes langues et qui s'adresse à différentes audiences. Et c'est la balance de tout ça, donc c'est un peu ce que je vais dire tout au long de cette table ronde, c'est vraiment le mélange, la balance et l'utilisation de chaque canal au bon moment pour adresser le bon user, lecteur et voyageur final. Et tu avais préparé ça, donc ça c'est un travail dont on va parler, qui est un petit peu plus pointu. Axel, si on revient sur ce travail là de Selectour et puis aussi sur ce que vous faites au Routard, Routard.com s'appuie sur un SEO très puissant, historique, une marque aussi très forte. Est-ce que tu peux dire, même en 2025, que le contenu de qualité et le référencement naturel restent des fondamentaux absolus de l'acquisition pour Routard.com? Oui, tout à fait, ça reste des fondamentaux, d'ailleurs plus que jamais hein, en 2025. Un contenu de qualité, on en reparlera, parce que peut-être la définition de qualité, mais c'est quelque chose de très important aujourd'hui, sur lequel on travaille beaucoup. Nous avons à peu près les mêmes leviers que ce que tu as dit, toi, Lucie, sur le SEO. On essaie de se développer aussi sur le CRM, enfin la fidélisation, et surtout sur la préférence de marque. Donc on continue à creuser notre ADN, essayer aussi d'avoir ce sillon justement éditorial qui était le nôtre. On continue à avoir une présence très forte au niveau des guides. Donc le Routard, c'est quand même plus d'1,5 million de guides vendus par an. Donc ça assoit aussi sa marque, sa crédibilité, et c'est là-dessus aussi qu'on s'appuie au niveau du digital, que ce soit effectivement par le SEO, parce que le SEO c'est du référencement, mais c'est aussi de la préférence de marque. Nous, ce qui nous démarque par rapport aux autres, c'est qu'on a un très bon taux de clic, parce que quand les gens vont marquer Routard, ils cliquent dessus, ça les rassure. Donc c'est aussi cette caution qu'on doit travailler tout le temps, qu'on doit continuer à creuser et qu'on doit surtout préserver, quoi. Donc ça, c'est vraiment un travail sur lequel on met beaucoup d'efforts. Et d'ailleurs, on essaie de créer encore plus de cohérence entre le offline, le online, c'est-à-dire les contenus papier, les contenus du digital, pour essayer de garantir justement cet ADN de marque et continuer à avoir cette notion de préférence associée. Bertrand, je vais remontrer ton schéma. Est-ce que tu peux donner comme conseil aux personnes qui nous écoutent dans la salle, parmi des sujets qu'on va creuser, qui sont des sujets, je dirais, un peu perturbés
actuellement, des sujets sur lesquels il y a un gros travail à faire. Je pense notamment à l'IA, je pense au GSO, je pense aux turbulences aussi évidemment de Google. Est-ce que tu peux revenir et donner comme conseil à la salle, puisque tu es peut-être celui qui représente le plus les agents de voyage et les personnes présentes dans la salle. Qu'est-ce que tu citerais comme fondamentaux quand on n'a pas les moyens de Selectour? On est une agence de voyage, un réseau d'agences de voyage ou une entreprise, je sais pas, une PME de 20, 30, 40 salariés, même peut-être moins. Qu'est-ce que tu conseilles comme pilier aux personnes qui nous écoutent? Alors, comme tu le dis, si on doit se limiter par le budget, ce qui est le cas bien souvent, on a quand même des leviers qui sont là, qui existent et qui ne nécessitent pas forcément un investissement budgétaire énorme. Je pense notamment aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est inévitable, hein, clairement. Assurer une visibilité constante sur l'ensemble des plateformes sociales qui peuvent exister sur le marché aujourd'hui. Dans le secteur du travel, c'est un must-do, quoi, hein, si tu veux. C'est vraiment une chose qu'il ne faut pas écarter. Et mais ça ne... Excuse-moi, je t'interromps, Oui. mais moi j'ai quand même entendu Laurent Abitbol et Jean-François Real dire il y a encore 2-3 ans, les réseaux sociaux c'est de la merde, ça sert à rien. Excuse-moi du langage un peu châtié, mais c'est quand même ce que j'ai entendu. Et aujourd'hui on fait... moi je suis inconvaincu depuis 10-15 ans, mais on voit aujourd'hui les succès d'acteurs comme Voyage Pirate, on voit les succès de certaines marques comme WeRoad, comme Copines de Voyage et d'autres. Là, vous êtes au turbo sur les réseaux sociaux, ça veut dire que ça y est, le social media attire enfin des vrais clients convertis? Oui, nous aujourd'hui, le social media est un levier à part entière. Il nous permet de générer du trafic sur nos sites web, en agence, de gagner en notoriété. Donc on est dans les objectifs, dans la phase inspirationnelle. Et derrière, il nous permet de générer des conversions. Et ça, c'est factuel. On y est aujourd'hui et on y est depuis quelques années en réalité déjà. Hein. Malgré les a priori qu'on peut avoir, aujourd'hui, les réseaux sociaux, du moins chez Selectour, et je pense que dans une grande partie des agences de voyage, dans les réseaux d'agences de voyage, ça devient un levier incontournable, clairement. Et qui ne coûte pas forcément très cher, puisqu'en organique, donc c'est-à-dire sans investissement monétaire, on peut assurer une belle visibilité à condition de suivre un peu les tendances, d'exploiter les bonnes plateformes et les bons formats. Mais ça a quand même un coût. Lucille, le coût des réseaux sociaux et de l'acquisition par le social media, au niveau des équipes éditoriales, au niveau de la qualité des contenus, des vidéos, la production de contenu, c'est quand même très cher. Oui, exactement. Y compris du fait qu'aujourd'hui, il faut aussi adresser le B2B avec LinkedIn. Oui, alors ça, c'est encore autre chose. C'est un réseau social B2B. Là, on parle vraiment de Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, côté B2C. Mais moi, mon équipe social media, elle me coûte quelque chose. On a une équipe vraiment dédiée d'experts par réseau. Rien qu'en France, il y a 3 personnes à plein temps qui travaillent sur le marketing digital, les réseaux sociaux. Et pour 3 réseaux, TikTok, Instagram, Facebook, on a 3 personnes qui travaillent à plein temps, qui sont supportées par le groupe Holiday Pirates qui est à Berlin. Oui, il y a des personnes au siège en plus. Bien sûr, qui a un marketing global qui nous prépare tout ce dont on a besoin au niveau des outils qu'on doit payer, en plus des salaires et de la production de contenu aussi. Donc c'est vraiment, chez nous, le coût il est interne, donc effectivement on ne parle pas de marketing payant, on ne va pas dépenser chez Google ou chez Meta dans ce cas-là, puisque c'est les gens en interne qui travaillent. Un petit peu, mais en fait le travail il est produit en interne, donc le coût il est vraiment de personnes. Et ce qui fait que ça fonctionne, c'est cette toile d'araignée. En fait, chez nous, c'est pas une question. Les réseaux sociaux, c'est notre nature. C'est par là que c'est comme ça qu'on est né. En fait, c'est pourquoi tu parles de WeRoad. Nous, on se compare à eux ou par exemple au Routard d'une autre manière. Mais ce qu'on a fait chez Voyage Pirate et chez Holiday Pirate, ça a été de créer des communautés, donc des gens passionnés de voyage qui cherchent à être inspirés, informés, connaître l'actualité. Trouver des informations, des voyages, des bons plans et ensuite acheter. Et tout ça, ça passe d'abord par le réseau social. Le CRM vient ensuite consolider tout ça. Le SEO vient en soutien. Mais le cœur chez nous, c'est les réseaux sociaux. Ouais. Axel, chez Hachette, on a des budgets contraints.
On a des budgets contraints, mais effectivement, on travaille assez différemment puisqu'on travaille à l'envers du ici et c'est vraiment très intéressant. Nous, on utilise les réseaux sociaux justement pour revaloriser le travail qui est fait d'un point de vue éditorial en termes de caution. Donc, pour nous, les réseaux sociaux, c'est un peu une vitrine, une image. Et en fait, aujourd'hui, on utilise, le mot n'est pas très beau, mais on utilise nos auteurs comme vitrine de ces réseaux sociaux et de la marque Routard. Donc, on va montrer l'envers du décor. On va montrer ce qu'ils font en voyage, comment on référence un restaurant dans un guide du Routard, comment est-ce qu'on travaille en fait la sélection, la ligne éditoriale, et ça on va essayer de le développer, de le pousser. Donc faire de l'inspiration évidemment, faire un peu effectivement de trafic, mais faire pas mal de notoriété et essayer d'asseoir justement la crédibilité de marque dont je parlais tout à l'heure. L'idée c'est de montrer l'envers du décor. Les vidéos qui marchent le mieux, c'est pas forcément les vidéos de voyage, c'est par exemple les vidéos à Paris d'une autrice qui va montrer le planning de tous les voyages qui vont être faits l'année prochaine et l'organisation. Les coulisses. Les coulisses. Okay. Et en fait, les coulisses, ça marche. Ça marche bien. Non pas peut-être pour de la conversion, mais encore une fois pour travailler sa marque, pour travailler sa préférence, sa fidélité. Et c'est quelque chose qui fonctionne bien. Alors il y a un coût, parce qu'évidemment, il faut quand même monter. Il faut avoir aujourd'hui une certaine exigence sur les réseaux sociaux. Mais c'est quand même des choses qu'on fait assez, on va dire, facilement et naturellement. Donc ça, c'est assez intéressant quand même. Mais il y a quand même un sujet pour ceux qui nous écoutent. C'est en fait, il ne faut rien abandonner, quoi. Bertrand, c'est-à-dire que si on prend l'historique des budgets marketing et digitaux, notamment ceux liés à l'acquisition client, à la rétention client et à la fidélisation, en fait, les équipes marketing devraient être 2 fois, 3 fois ce qu'elles ont été peut-être par le passé. C'est ça, c'est le gros challenge de 2025-26 et même en fait depuis l'année dernière, c'est qu'on doit être partout, toujours aussi bon que l'année précédente, voire mieux, et sur de plus en plus de plateformes avec des budgets et des équipes qui ne sont pas forcément plus importantes que l'année précédente. Donc oui, comme tu dis, on n'abandonne rien, quasi rien, mais on va travailler, on s'oblige à travailler de façon un peu plus fine pour aller chercher et activer des leviers qui vont nous permettre de générer vraiment du ROI ou un objectif de notoriété, comme on le disait tout à l'heure. De façon plus affinée pour répondre aux besoins et aux contraintes budgétaires. Et donc c'est un casse-tête de monitorer en permanence quelle est l'origine de tel flux, mon formulaire de contact, ma newsletter, mes mailings, mes réseaux sociaux, mon site web, mon référencement naturel, mon référencement payant. Il y a quoi d'autre comme canaux d'acquisition qui sont dans ton panier là, et qu'il faut adresser. Ça devient un casse-tête pour certains. C'est un véritable casse-tête depuis aussi l'apparition de l'IA, des LLM, donc on va en parler. Chatbots, voilà. Mais on a aussi les médias plus traditionnels, les médias classiques, la télé, la presse, etc., qui sont plus complexes aussi à mesurer en termes de résultats. Donc c'est un véritable casse-tête. Et nous, il n'y a pas un mois où on ne réajuste pas en fait l'enveloppe budgétaire annuelle, où finalement en fin d'année on déploie notre stratégie pour l'année à suivre avec une répartition budgétaire levier par levier, mois par mois, et finalement en fonction du rendement de chacun des canaux, on va ajuster au fur et à mesure en fonction des résultats. Donc oui, c'est un véritable casse-tête. Et tu arrives à mesurer, à tracer que ce client-là, grâce à ton CRM, on va parler de CRM dans la 3e partie de cette intervention, tu arrives à mesurer que ce client-là, il provient, il a fait ce parcours un peu désordonné. Il arrive de Google, il est passé par Instagram, il est revenu sur un formulaire de contact, il a passé un coup de fil. Tu arrives à mesurer ça? Alors c'est de plus en plus dur. Comme tu le dis, le parcours il est clairement fragmenté. C'est la thématique aussi d'aujourd'hui, hein, donc compliqué à suivre. Et puis il y a aussi la diminution de l'exploitation des cookies tiers qui nous impacte tous en tant qu'annonceurs. C'est-à-dire qu'avant on pouvait suivre facilement un parcours client de A à Z en passant par plusieurs canaux. Aujourd'hui avec la diminution des cookies, c'est de plus en plus difficile. Donc on couple des plateformes qui nous permettent d'obtenir de la donnée. Je pense notamment à du Google AdWords, couplé avec du Meta qui va nous apporter des résultats, des chiffres, couplé à nos outils à nous. Et en fait, avec tout ça, on essaye de faire un petit Big Mac pour attribuer la conversion au bon levier. Mais c'est compliqué. Pour pas que tout le monde reparte déprimé de cette conférence, l'idée c'est quand même de donner des solutions. Donc là, il y a une première solution qui est le traçage grâce aux pixels qu'on peut installer sur Meta, sur LinkedIn, sur Pinterest. Donc on peut tracer déjà tout le visitorat qui vient d'un site web ou d'une landing page ou d'une activation vers une action web de réservation ou de prise de rendez-vous ou de demande en ligne. Ça, c'est des choses simples.
On peut c'est pas mis en place, quoi. Il y a quand même beaucoup d'agences, Oui. beaucoup de voyagistes qui ne mettent pas ça en place, de tracer correctement la provenance de leurs audiences et de leur trafic vers les résultats qu'ils peuvent constater sur le site web ou par téléphone ou C'est en ça. ligne sur les formulaires. Alors, on parlait de coûts tout à l'heure, et c'est vrai que c'est pas un investissement sur du long terme, mais c'est un investissement humain et on va dire one shot pour implémenter du traçage, du balisage sur ces sites et pour être sûr de pouvoir obtenir de la donnée et l'historique de la donnée. Mais c'est quelque chose qu'on peut conseiller à tout le monde aujourd'hui de faire cet effort-là. Oui, il va y avoir un petit effort financier ou un grand effort en fonction des structures à un instant T. En revanche, c'est vraiment un investissement, il faut le voir comme un investissement parce que connaître sa data et connaître ses clients, aujourd'hui, ça devient vital et ça le sera encore plus après. Okay. Donc ouais, c'est un premier conseil à donner. Ouais. On va venir au CRM. On n'a pas vécu 2 années très sympas là, pour les marketeurs du digital. Donc si déjà vous êtes un peu perdu, vous allez voir que le défi est encore plus corsé. On assiste à des bouleversements majeurs dans le marketing, la communication et la relation client. On a une hausse du coût du SEA, donc des mots-clés sur Google, des campagnes Google. On a un effondrement du trafic naturel. Bon, c'est un des constats parmi d'autres sur certains segments. Le SMA, donc la publicité sur les réseaux sociaux, elle a une efficacité qui peut être assez discutable. Les réseaux sociaux au niveau organique, c'est pas toujours la panacée. Bref, on a quand même un petit peu de défi. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui marchent, des trucs qui marchent pas, on ne sait pas toujours pourquoi. On va donner évidemment des clés pour que les gens repartent avec des clés heureux et guilleraient d'être venus. Mais on est quand même dans une période un tout petit peu compliquée. C'est-à-dire qu'après un âge d'or de 10-15 ans du web où c'était quand même pas simple, mais enfin, notamment sur Google, il y avait des facilités. On va creuser donc une deuxième question, c'est les grands changements et les nouveaux défis de l'acquisition et de la rétention client. Est-ce qu'on peut faire un petit tour de table sur les changements majeurs à comprendre absolument quand on est un professionnel du tourisme aujourd'hui? Lucille, est-ce que tu veux commencer à nous partager ton ressenti? Est-ce que tu observes une évolution de la manière dont tes utilisateurs, par exemple, réagissent aux posts, aux campagnes, aux mailings, à l'application? Est-ce que tu trouves que c'est plus difficile aujourd'hui de générer du trafic qualifié? Oui, clairement. Et comment tu contournes ça? Oui, bien sûr. Encore une fois, ce qui est important pour nous, c'est de varier les canaux utilisés et d'adresser le bon user au bon moment avec la bonne offre. Donc nous, notre travail, c'est de sélectionner le bon contenu pour le proposer sur le bon canal à la bonne personne. Ça veut dire que sur les réseaux sociaux, il faut mettre du contenu qui soit plus fun que dans une newsletter, qui va nous permettre de convertir plus facilement. Donc dans une newsletter, on va faire vraiment une sélection de produits très spécifiques qui sont adaptés parce qu'on connaît particulièrement bien la personne à qui on envoie la newsletter. C'est la clé, ça. La Voilà. connaissance client, on va Oui, en parler la juste après. personnalisation, c'est vraiment un point fondamental, mais c'est ça aussi l'évolution, c'est l'hyper-personnalisation et ça passe par énormément de choses. Pour nous, au niveau du groupe, ça voulait dire complètement revoir notre application mobile qui est un outil CRM et qui nous permet d'adresser les bonnes personnes au bon moment et de leur proposer des choses qui sont très adaptées, donc segmentées. Donc, en interne, ça veut dire préparer les différentes catégories, les différentes verticales pour pouvoir ranger dans des cases les offres qu'on va envoyer à différentes personnes. Au niveau du SEO, nous, on a toujours un trafic très fort, mais c'est vrai qu'au-delà de la quantité, on travaille de plus en plus la qualité et on change la façon qu'on a d'aborder le SEO. Voilà, et en plus on sait que l'intelligence artificielle va nous pousser encore plus loin, donc il va falloir, au-delà de la qualité et la quantité de nos pages, vraiment mettre le contenu qui va faire en sorte qu'on sera rendu visible. Donc voilà, c'est assez complexe. Tu fais des réunions tous les mois avec tes équipes pour recadrer, un peu comme Bertrand Non, pas tous les mois, toutes les semaines. Okay. C'est vraiment un travail de fourmi. Dans l'équipe du marketing digital, elles sont 3. Tous les jours, elles testent des choses nouvelles. Tous les jours, elles ratent. Tous les jours, elles recommencent. Et elles proposent des trucs et elles partagent. Et elles partagent la data. Et elles nous expliquent pourquoi. Et est-ce que c'est la tendance? Et est-ce que c'est le réseau? Et est-ce que c'était un manque de temps parce qu'on n'a pas assez de gens? Et est-ce que c'était le problème de la guerre qui a éclaté avant-hier? Et donc, il n'y a plus de place sur Facebook en ce moment. Et donc, le reach baisse complètement pour des raisons qui nous incombent absolument pas. Ouais.
c'est un travail vraiment de tous les jours, quoi. Surtout sur les réseaux sociaux qui sont volatiles. Donc nous, on consolide avec du CRM, mais la partie difficile, elle se trouve vraiment sur les réseaux sociaux. Et c'est là qu'il faut des gens qui soient créatifs et puis qui ne se démoralisent pas, quoi, parce que vraiment, tous les jours, c'est essayer, réessayer, être d'accord avec le fait que les communautés répondent, parce que sur les réseaux sociaux, c'est ça aussi la difficulté, c'est qu'on est à l'écoute de ce que veulent les personnes qui sont en face de nous, et il faut vraiment répondre. Si on ne le fait pas, c'est un problème et on dégringole dans nos performances. Ouais. Et le créatif, c'est pas du beau. C'est aussi le retour du moche. Le moche fait vendre, l'authenticité, le face négatif caméra. fait vendre. Ça, aux grandes dames de l'équipe digital marketing, c'est hyper triste de constater qu'en fait, une information négative fait plus réagir qu'une information positive. Une mauvaise nouvelle dans le travel, le voyage, le tourisme fait plus réagir sur les réseaux sociaux et augmente nos performances de reach, d'engagement, de partage, de commentaires et de conversion parfois. Enfin, ça peut être un peu déprimant. Donc il ne faut pas tomber non plus dans ce truc de dire voilà, on surfe la vague du négatif parce qu'on veut être vu et regardé. Nous, notre travail, c'est quand même de vendre du voyage et quelque chose de sympa et que les gens aient envie de partir en voyage et pas seulement commenter. Et les codes narratifs, on va en parler, ils ont vraiment quand même beaucoup évolué vers des contenus beaucoup plus spontanés. Ça dépend de la marque. Sans filtre. Oui, ça dépend vraiment de la marque et du positionnement que veut chaque entreprise. Et ça, c'est hyper important, mais ça se définit en amont. C'est ce qu'on disait juste avant. Avant d'investir et d'allouer les budgets, il faut penser à une stratégie. Qu'est-ce qu'on veut ou est-ce qu'on se voit dans 6 mois? Parce que les réseaux sociaux, c'est aussi ça. La difficulté, c'est que il y a du très court terme, du moyen terme et du long terme. Mais le long terme, il est très difficile à aborder. Donc, on fait des plans sur 6 mois, 1 an. Et c'est une perpétuelle dynamique de remise en question. Et ça, c'est passionnant, mais c'est difficile. Une parenthèse sur tes mailings, tes newsletters. Tu fais combien d'envois, à quelle fréquence? Tu constates vous constatez avec ton équipe quel succès, quels échecs? Alors, les chiffres spécifiques, c'est difficile de les donner parce qu'étant donné qu'on segmente et qu'on personnalise, il y a beaucoup d'envois qui sont faits par semaine. Il y a par persona? Voilà, ça dépend de la persona, ça dépend de la destination, ça dépend du contenu, ça dépend de la saisonnalité. On n'envoie pas le même type de newsletter pour promouvoir des séjours d'été ou alors des séjours pour les marchés de Noël au moment de la période. On va parler de ce sujet-là juste après. Pour terminer sur les grands changements, Axel, pour Routard.com, le référencement naturel était une source immense d'audience, de performance commerciale. Elle ne s'est pas tarie. Le SEO, notamment Google, reste clé. Mais l'IA générative bouleverse Google et la recherche. Comment tu anticipes avec ton équipe cette transformation et son impact sur cette audience? Je vous spoil un peu, il a une bombe à nous lâcher. Mini bombe, hein, tout va bien se passer. Non, déjà pour revenir sur la question de fond, sur les grands changements, nous ce qu'on observe c'est qu'il y a en fait une tectonique des plaques entre le court terme maintenant et ce qui va arriver demain. Et donc maintenant, on l'a déjà dit, c'est un peu une opacité des plateformes qui nous donnait beaucoup d'informations et qui donne de moins en moins. Un exemple, c'est il y a 2 jours, Google a décidé que gratuitement, il ne fournirait plus les résultats des 10 premières pages, mais seulement de la première page. Ça paraît anodin, ça veut dire beaucoup de choses, c'est qu'on ne peut plus mesurer facilement la long train, on ne peut plus regarder sans faire 10 requêtes, donc avec des coûts qui vont exploser, ça veut dire que nos outils de référencement vont coûter beaucoup plus cher, ça veut dire qu'on aura moins de lisibilité, et ainsi de suite. Et donc ça, c'est vraiment une voie qu'on voit des plateformes qui nous donnent de moins en moins d'informations, quel que soit le canal, le SEO, le SIA, ainsi de suite. Et donc c'est là-dessus où on navigue un peu plus à vue. La deuxième lame qui arrive, effectivement, c'est l'arrivée de l'IA qui va rebattre un peu les cartes et la façon qui est déjà là, dont on doit agencer. Qui est déjà là, mais on parle beaucoup de l'IA qui est déjà là. La réalité, c'est qu'elle est encore très très minoritaire et vraiment très petite dans nos audiences actuellement. Elle le sera sûrement demain, donc il faut se préparer aujourd'hui, mais ce n'est pas une réalité d'aujourd'hui. C'est une réalité à venir qui est déjà là en termes de possibilités, mais en termes d'usage qui se développe de plus en plus, mais qui reste encore marginal, on va dire, pour le moment dans nos audiences. Et donc, je reviens un peu sur ce que disait Lucille, on est encore plus à un moment où les tests sont nécessaires, quoi. On est obligé de faire beaucoup de tests. Nous, on fait
pas mal de tests éditoriaux, on essaie de décortiquer un peu quelles sont les tendances, comment on peut se positionner. On fait des tests techniques, on fait des tests aussi marketing sur l'aspect CRM. Parce que comme on a moins de données en amont, on est obligé de plus tester pour voir ce qui fonctionne et donc de faire effectivement un par un chaque canal. On va essayer de le travailler. Est-ce que c'est ça qui marche en référencement? Est-ce que c'est ça qui marche en CRM? Est-ce que le jeu en vaut la peine vraiment? Ah oui, alors moi je suis convaincu que le jeu en vaut la peine parce que c'est ce qu'on a dit dans la première partie, les canaux historiques continuent à fonctionner. Tu disais qu'effectivement il y a une dégradation de nos audiences on sur pourrait le revenir au SEO. catalogue papier, tu vois, il y a des annonces qui se posent la question. La réalité, je c'est fais exprès de la provoque, mais- la réalité, c'est que ça en vaut encore la peine. Le SEO contribue très fortement à nos audiences, encore aujourd'hui. Il y a encore des positions, on voit que des marques remontent en SEO quand d'autres baissent. Il y a encore un usage qui est très fort. Et c'est, oui, pour moi, ça en vaut la peine. Et la deuxième partie, qui est la fin de la conférence, mais sur le client, comment est-ce qu'on l'adresse, comment est-ce qu'on le fidélise. La fidélisation client, c'est presque un enjeu majeur, quoi. Donc ça en vaut la peine quand même de faire tous ces tests. Puisqu'on a plus de mal à trouver des clients, il faut Exact. les retenir énormément pour pas. Donc les retenir devient encore plus pertinent et performant qu'avant, quoi. Ouais, Donc ouais. tous ces tests qu'on peut faire de fidélisation, tous les tests qu'on fait sont encore plus nécessaires qu'hier. Et c'est quelque chose qu'on développe de plus en plus. À vous entendre tous les trois, le gâteau est beaucoup plus gros parce qu'il y a beaucoup plus d'internautes qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a quand même une masse de population qui réserve son voyage, s'inspire pour son voyage de plus en plus importante. Là, je parle bien des audiences de médiamétrie. Pardon, hein, je m'adresse aussi à vous. Je parle bien des audiences de médiamétrie sur 10 ans qui ne font qu'évoluer. Les audiences de Facebook, de Meta, de Google qui ne font qu'augmenter non-stop depuis 20 ans ou 10 ans. Et donc le gâteau est de plus en plus gros. En revanche, il y a un nombre d'acteurs hyper forts en marketing digital, en acquisition et en rétention qui est phénoménal. Donc ça pique un peu, je dirais, pour tout le monde. Oui, il y a beaucoup d'acteurs, mais ce qu'il faut voir on se aussi, retrouve c'est face à une que concurrence inattendue qui est assez affûtée, qui arrive avec des codes nouveaux. l'audience grandit, mais elle se concentre. Elle se contente sur quelques plateformes qui détiennent la clé de la distribution et de la diffusion des contenus. Et si ces plateformes deviennent plus opaques et si elles nous donnent moins d'informations, on marche plus à vue qu'avant. Donc l'audience grandit, mais la façon de l'adresser devient plus difficile, plus compliquée, parce que les plateformes qui centralisent cette audience sont plus opaques qu'avant. Ok. La bombe dont je parlais, c'est que en tant que grande plateforme, je considère que Routard.com est une grande plateforme. Vous êtes un carrefour média. Moi aussi. Combien de visiteurs uniques par mois il y a encore 2 ans, 1 an? Même maintenant, on fait plus de 2 millions de visiteurs uniques par mois. On est souvent à 3 millions de visiteurs uniques par mois. On a Donc c'est un carrefour d'audience 10 majeur. et 15 millions de pages vues en fonction de la saisonnalité. Donc on reste quand même un carrefour d'audience. Pour les annonceurs, ouais. Oui, tout à fait. Et après, c'est vrai que le travail a changé. Alors tu parles de la bombe, c'est juste que les métiers, enfin en tout cas les décisions qu'on prend doivent évoluer au fur et à mesure. Et elles peuvent être, excuse-moi de te couper, assez radicales. Oui, il faut, voilà. En fait, je vais montrer du coup, pardon, ça n'a plus de radical parce voilà. que la bombe, c'est ça. Le jeu, c'est qu'aujourd'hui, les règles ont changé. On ne peut plus faire de demi-mesure parce que les algorithmes évoluent beaucoup plus rapidement. Si on parle de SEO, ce qui change, c'est la stabilité dans le référencement et l'algorithme de Google. Avant, Google a édité des règles qui étaient toujours les mêmes et qui duraient longtemps. Donc on pouvait travailler sur du moyen terme, sur du long terme. La réalité, c'est que comme Google se cherche dans des nouveaux usages, notamment liés à l'IA, il fait évoluer les règles de son algorithme tout le temps, sans donner les enjeux. Là, aujourd'hui, vient de finir une mise à jour de l'algorithme de Google qui a duré 1 mois et qui a balayé les audiences en haut, en bas, dans tous les sens. Donc, il faut être plus adapté. Et ces mises à jour, elles accélèrent. Il y en a une dizaine par an maintenant. C'était 2, 3, il y a encore 3, 4 ans. Donc, les règles changent tout le temps. Et il faut, pour le coup, on le disait, malheureusement, faire plus d'efforts. Et des efforts... Cette slide, elle veut montrer ça. C'est des choses qu'on ne faisait pas avant. Avant, on créait, nous, du contenu. Celui qui marchait, tant mieux. Celui qui ne marchait pas, on le mettait de côté. Maintenant, on le laissait en ligne. On le laissait en ligne. Laissait et des dizaines de pages en ligne. Voilà. Et vivotait. Enfin, aujourd'hui, des centaines de milliers de pages en ligne. Ce que tu nous dis, c'est que c'est pénalisé, quoi. Ouais, aujourd'hui, c'est pénalisé parce que là où l'algorithme change, c'est qu'il va privilégier, et on revient un peu au début, des marques qu'il considère comme fortes et pertinentes. Forte et pertinent, comment ils jugent la pertinence d'une marque? Il y a 2 leviers dans l'algorithme de Google. Il y a ce qu'ils appellent la réputation, donc comment les autres sites renvoient vers le vôtre. Donc les partenariats sont nécessaires, les actions de collaboration avec d'autres sont nécessaires. Donc je vous engage tous à travailler avec vos partenaires, même concurrents, pour faire des petits échanges de liens, pour travailler sur des contenus croisés, sur des thématiques chacun les vôtres, mais qui permettent de faire ces relais-là. Et le deuxième levier, il va regarder la pertinence de vos contenus, non plus à la page, mais sur l'ensemble de votre site.
Donc si vous avez un nombre de pages qui sont considérées comme non pertinentes, ça va annihiler les efforts que vous faites sur les pages pertinentes. Donc les mauvaises pages, les pages mortes, les pages qui ne servent plus à rien, les pages parking sont des boulets Exactement. qui plongent le reste de ton site dans les abîmes Voilà. du référencement. Comme des pieds dans le ciment qui te feraient tomber au fond de la mare. Exactement. Et D'accord. donc ces boulets, c'est très important de les gérer, ce qu'on ne faisait pas du tout avant. Et donc cette slide, elle montre ça en un an. Il y a un an, on avait 1 million de pages référencées sur le web. On en a plus de 400 000 maintenant. L'idée, c'est pas de baisser, c'est pas d'être moins référencé, mais c'est de l'être mieux. Et donc Lucille, au début, parlait de la qualité du contenu pour pouvoir progresser, qu'il faut écrire, qu'il faut faire. C'est pareil sur l'existant. On ne doit garder que les pages qui sont considérées comme des pages de qualité et D'autorité. pertinentes. D'autorité. Mais en fait, on revient, il y a une notion, bon, c'est un peu barbare, mais EAT. EAT, pardon. donc expérience, je ne sais plus ce que ça veut dire, autorité et confiance. On va demander à Expertise, Bertrand, expérience, autorité et confiance, voilà. Et ça, c'est encore plus vrai aujourd'hui. Et ça le sera encore demain. Parce que ça va être la réalité, on va en parler, mais des LLM, enfin en tout cas de tout ce qui est IA et des moteurs de recherche par IA, ce sera encore vrai demain. Axel, Donc, grand nettoyage. comment ce grand nettoyage a-t-il été fait? C'est-à-dire que les 600 000 pages que tu as supprimées, déjà, c'est une action forte. C'est quelque chose que tu as dû quand même mûrir, parce qu'il faut faire valider ça avec... Non, je ne l'ai pas dit à ma direction. Voilà, J'ai fait bon, en mais douce, quand même, il faut en parler avec son équipe, il faut préparer ça. On ne supprime pas n'importe quoi. Ça veut dire qu'il faut des outils de mesure. Oui, en fait, on se base sur les outils qu'on a déjà. C'est courageuse aussi. En tout cas, c'est une décision qui est nécessaire et qui est. Après, en fait, la notion, il y a aussi du bon sens derrière. C'est-à-dire il y a de la pertinence, il y a des choses qu'on laissait. Nous, on a beaucoup de pages de forums, par exemple. C'est sûr que des forums qui ont 10, 15 ans, qui sont vieux, bon, ça, c'est plus pertinent. Donc, on enlève. Tous les forums qui ont été faits pendant le Covid, vous vous doutez qu'ils ne parlent pas de contexte actuel. Ça, on enlève. Donc, il y a aussi du bon sens. Et en tout cas, on essaie de réfléchir un peu. Là, je parlais de moins 300 000 pages de photos. En fait, c'est des pages unitaires qui montrent 50 fois la Tour Eiffel, qui montrent 25 fois le même bâtiment. Et ça, on les réunit en une seule page qui va être beaucoup plus pertinente et pour les utilisateurs et pour les algorithmes. Et on nettoie. Donc en fait, choisir les pages qu'on va enlever, c'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est comme quand vous déménagez, il faut faire une redirection comme à la poste sur votre nouvelle adresse. Donc quand j'enlève 300 000 pages photos, où est-ce qu'elles redirigent? Où est-ce qu'on les met? Ça, c'est un sujet qui est un peu plus Donc, compliqué. quand on est un carrefour d'audience et qu'on a misé sur le référencement naturel pendant des années, qu'on soit un petit acteur ou grand acteur, il y a des petites agences qui ont un référencement naturel incroyable parce qu'ils ont fait de la production à outrance de pages et que ça marchait. Moi-même, j'en ai fait énormément. Des landing pages automatiques, voilà, on en a tous fait à une époque. Il faut avoir le courage de nettoyer ça et donc bien mesurer ce qu'on fait. Bertrand, comment tu réagis à ça? Est-ce que Selectour a fait ce travail-là aussi? Alors, pas réellement. Nous, c'est vrai qu'on est sur une stratégie peut-être inverse pour le coup, où déjà on ne parle pas du même nombre de pages référencées. On a beaucoup moins de volume de pages sur nos sites, que ce soit selectour.com, notre site national, ou sur l'ensemble de nos mini-sites dédiés à des agences. On est sur une logique plutôt de créer du contenu, comme le disait Axel, en revanche, qu'il soit vraiment qualitatif, et Lucille aussi, on va aborder des thématiques bien précises, des destinations bien précises, et là on va créer du contenu qui soit à la fois inspirationnel, mais qui soit aussi à la fois utile pour les internautes. Et nous, il n'y a pas un mois où on ne crée pas des dizaines et des dizaines de contenus sur nos pages. Donc on n'est pas à l'ère de la suppression, mais parce qu'on ne parle pas de même volume, on n'a pas la même base, le même socle, mais au contraire, on crée beaucoup de contenu. Donc soit tu es un grand carrefour d'audience et tu as une très grande dépendance au SEO, il faut faire attention à ton volume de pages, faire des grands nettoyages. Soit, si c'est plutôt le cas de Selectour, c'est plutôt l'historique que j'en avais, il n'y avait pas beaucoup de pages thématiques de landing page, il y avait un volume de pages indexées qui était assez faible. Et là, du coup, on va dire que vous êtes un peu épargné, mais vous ne misez pas beaucoup sur les SEO. Et là, avec ton équipe, vous vous adaptez tout de suite au coup d'après, qui est d'être à la fois référencé par les moteurs et par l'IA. Oui. Alors, sur la partie SEO, nous, c'est vrai qu'on avait moins de contenu. En revanche, on en a quand même. Et ça représente plus de 50% du volume de trafic, ce levier-là. On parle de combien à peu près? 55% du trafic. En volume de trafic sur le site Selectour? On a plusieurs millions. Plusieurs millions par an de visiteurs uniques issus du levier SEO. Donc on est sur du 4 millions à peu près sur notre site national, ce qui est quand même important pour nous.
Et donc on continue à investir dans ce levier. Et ça, je pense que c'est un conseil aussi qu'on peut donner. C'est pour les personnes ici qui ont des sites web, c'est important de travailler ce levier-là. D'autant plus, comme on le disait, on a de nombreux leviers qui deviennent de plus en plus opaques. On maîtrise de moins en moins notre distribution digitale parce que les IA, les algorithmes prennent de plus en plus d'importance et l'humain sur certaines campagnes digitales est mis un peu en arrière-plan au profit de l'IA. Donc le SEO, tout comme d'autres leviers, je pense qu'on pourra en parler encore après, du CRM, etc., est vital aussi pour demain. Lucille, tu confirmes aussi, le SEO, c'est vraiment le référencement naturel, c'est vraiment, pour VH Pirate, c'est hyper important. Oui, ça Et vous avez fait un peu ce travail, vous avez été confronté à ces problèmes-là de pages qui vous plombent? Non, parce que aussi notre modèle business est un peu différent. Donc le Routard est vraiment un média d'inspiration, de contenu voyage de qualité. Et de notre côté, la majeure partie de notre contenu représente des deals, des bons plans, des séjours, des vols, des hôtels. Il y a une partie qui représente à peu près 20% qui est du contenu de type le Routard. Et du coup, sur ce contenu-là, on a réussi dès le début à faire plutôt de la qualité que de la quantité. Donc on est encore dans la phase, nous on existe depuis seulement 10 ans. Cette année, on a fait le travail inverse. On a essayé on a fait un énorme effort avant haute saison. On a créé des centaines de nouvelles pages, landing page inspirationnelles, de destination, SEO. Des guides? Des guides, c'est la prochaine étape. On le fait moins bien que d'autres et on n'a pas encore la capacité de le faire, mais c'est ce vers quoi on aimerait aller. Donc nous, on est plutôt dans la création de nouvelles pages, mais en parallèle, l'optimisation des pages existantes. Ça, c'est fondamental. Et surtout, la personnalisation, parce que la qualité, pour nous, ça peut vouloir dire... ça nous référence l'indexation... Oui. Oui, ça indexe tes pages. Ouais. Voilà, le référencement de nos pages est aussi dû au fait qu'elles sont personnalisées. Donc potentiellement, on se disait avec Axel là récemment, donner des vrais conseils. Chez nous, il y a vraiment un éditeur pour une page. Donc en fait, Virginie qui donne des conseils sur quelles sont les meilleures destinations pour le mois de juillet ou partir en vacances. Quand on est une c'est famille. Vraiment Virginie qui a sa tête sur sa photo, ses conseils perso. Et elle ça écrit aussi, à la première personne. Elle écrit à la première personne. Elle donne vraiment ses propres conseils. Elle n'est pas allée les chercher sur le Routard ou sur le Lonely Planet ou machin. Elle a vraiment fait ce voyage-là et elle donne ses conseils. Et ça, c'est double gagnant pour nous parce que ça veut dire que c'est top pour elle parce qu'elle peut faire son travail d'éditeur et elle adore ça. Mais en même temps, Google nous référence mieux grâce à ça aussi. Alors justement, je me permets juste malheureusement, c'est pas substitutif. C'est pas parce qu'on supprime des pages qu'on n'en crée pas d'autres. Hein. Oui. Donc on a aussi un travail énorme éditorial de l'autre côté. Ça aurait été bien si on pouvait faire que de l'éditorial, mais on est quand même obligé de nettoyer. Donc c'est pas parce qu'on nettoie ou qu'on enlève des pages qu'il faut pas en créer d'autres à la place. Et justement, en fait, on sort de cette notion de volume, comme je vous disais, des pages qui avaient été créées il y a 10 ans ou 15 ans sur des mécaniques de référencement avec peu de contenu, pour faire des pages de qualité avec les mêmes enjeux que Bertrand et Lucille là-dessus. Le temps file. Troisième temps fort de cette table ronde, l'évolution du parcours client et la personnalisation. J'aimerais qu'on parle des attentes des voyageurs, de la personnalisation des messages, d'un meilleur ciblage. Aujourd'hui, l'acquisition, c'est aussi dépendant d'une segmentation beaucoup plus fine. Les gens ne veulent plus recevoir la même publicité, le même contenu que tout le monde. Ils attendent qu'on leur parle en fonction de leurs envies, de leur comportement, voire de leurs valeurs. C'est à la fois un sujet de réponse aux attentes, mais aussi un sujet d'identité de marque, de plateforme de marque. La question est donc comment répondre à ces attentes et faire évoluer notre communication pour qu'elle soit à la fois plus segmentée, plus créative et plus crédible. Je remets ta slide, Lucille. Donc vous avez une communauté qui est, on ne va pas dire jeune, mais quand même sensible au prix, qui est sensible à l'expérience, que vous avez tout de suite adressé de manière un peu segmentée. Est-ce que tu peux nous dire comment vous réussissez à personnaliser vos messages tout en gardant une communication de masse? Ce qui nous aide, c'est vraiment la variété des canaux qu'on a créés et qu'on fait encore grandir. Donc,
L'année dernière, fin d'année 2024, on a refait tout un travail d'étude de notre audience parallèlement à l'étude de l'industrie du voyage pour comprendre qui sont les personas qu'on a envie d'adresser. Donc oui, on est une audience plutôt jeune, mais on a repéré les 4 grands types de personas qui s'appliquent à Voyage Pirate, mais aussi en général dans le monde du voyage. Donc les jeunes célibataires, les familles avec enfants, plutôt entre 6 et 12 ans, donc en âge d'aller à l'école et qui s'appliquent au voyage sur les vacances scolaires. Les jeunes couples sans enfants et aussi les parents qui ont les enfants qui sont partis de chez eux, donc qui peuvent reprendre le voyage. Et c'est ça qui nous a aidés à repenser la segmentation pour pouvoir aller sourcer le bon contenu pour adresser ces bonnes personnes-là. Ça veut dire qu'on ne va pas vendre un séjour en croisière à des jeunes célibataires. On va plutôt les pousser via newsletter à des seniors en voyage. On va utiliser le canal TikTok pour vraiment les très jeunes users qui ont envie plutôt d'inspiration avant de passer à la conversion sur des destinations plus lointaines, plutôt un voyage aventure que all inclusive en Tunisie par exemple. Donc voilà, c'est vraiment segmenté, personnalisé. La segmentation, elle se fait sur nos outils CRM. Donc pour nous, ça représente l'application mobile. On a aussi développé les channels WhatsApp depuis une année qu'on fait grandir. Les broadcasts aussi sur Facebook, Instagram, ça c'est assez récent. Donc WhatsApp, c'est hyper personnalisé du coup. Ouais. Donc il y a des canaux par persona où Alors, on peut avoir uniquement des informations, du contenu qui nous ressemble à nous, qui correspond à nos attentes. Oui. Et alors ça, c'est sur WhatsApp, Ça par veut dire qu'il n'y a exemple. pas une stratégie marketing, il y en a 5, quoi. Oui, c'est pour ça que je dis c'est 10. assez complexe et il faut Ouais. que dans l'équipe, il y ait vraiment des personnes très dynamiques qui ont toujours envie d'apprendre, qui soient extrêmement curieuses, parce qu'il y a vraiment beaucoup de sujets différents. Et c'est pas forcément un canal égale une persona, ça peut être un canal égale un centre d'intérêt. Ça veut dire, ça peut être les vols pas chers, Ouais. ça peut être une destination. On vend beaucoup l'Espagne, ou alors en ce moment, on vend beaucoup le Japon. Ça intéresse beaucoup. Donc on peut segmenter et personnaliser les canaux comme ça. Et sur notre application mobile, qui est notre plus gros vecteur porteur de trafic, on sélectionne aussi et on a une catégorie qu'on appelle pour vous. Et vraiment, en fonction des données qu'on analyse du comportement du user dans le temps, on a la possibilité de pousser automatiquement les deals et le contenu qui va intéresser la personne qui est devant son téléphone en fait. Bertrand, chez Selectour, tu as été un des artisans du CRM. Le CRM, je rappelle que ce n'est pas un canon à mail. Hein. C'est pas MailChimp. C'est pas ça le CRM. Hein. On est vraiment sur des sujets plutôt profonds de segmentation comportementale, de branding, de réseau, d'attente, de besoins en commun. Je remets ton schéma tout à l'heure là qui était très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer le travail que vous avez fait Oui. tout au long du parcours client pour remettre de l'identité, de la personnalisation et du coup améliorer l'acquisition? Nous, sur la partie personnalisation, il y a un sujet qui est important et qui va toucher tout le monde. Je le redis, c'est la donnée client. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir eu, grâce à l'équipe DSI chez Selectour, la mise en place d'un RCU, donc un référentiel de client unique, c'est-à-dire une plateforme virtuelle qui récolte l'ensemble des données clients, qu'elles soient issues depuis le web, depuis nos agences de voyage, peu importe. Et en fait, on va récolter tout ça. Et l'idée, c'est que cette data-là, elle soit quantifiable, mesurable, mais surtout qu'on puisse l'analyser finement. Parce qu'aujourd'hui, on se dit que la personnalisation, c'est pas envoyer un mail en disant bonjour, prénom, et voilà. Il faut qu'on en sache plus sur nos clients. Et donc, c'est un véritable effort collectif avec toutes les personnes qui travaillent en agence de voyage, surtout, de dire, voilà, quand vous avez un client qui est dans votre agence, qui mieux que vous le connaît et qui mieux que vous pourrez renseigner toutes les informations qui nous seront utiles dans le futur. Je pense notamment à l'aéroport de préférence pour un client, la typologie d'hébergement qu'il préfère, le volume, le panier moyen qu'il a l'habitude de dépenser en voyage, la fréquence de voyage, etc. En fait, toute cette data-là, nous, on s'en sert après au profit d'outils. En fait, il y a 3 socles. La data, les outils. Donc, les outils, on a évolué depuis un an maintenant, où pour s'adresser à nos clients, on a les canaux classiques, qui soient le téléphone, etc. en agence, mais aussi, bien sûr, l'email. Et sur l'email,
Lucille parlait tout à l'heure de persona. Nous, aujourd'hui, on a pris la décision de confier le ciblage de nos communications emailing à l'IA. C'est-à-dire que... C'est quand même assez fort comme Ouais, choix. ouais, C'est-à-dire que les ciblages, c'est plus vous qui les faites, c'est ça. c'est l'IA qui les fait. Ouais, Sur l'analyse de la data client. On avait l'habitude d'avoir une segmentation assez fine jusqu'à il y a un an, en mettant, en créant des personas, etc., et en ne ciblant que certaines communications en fonction de profil client. Et finalement, on s'est dit, plus le temps avance, plus la technologie est là pour nous servir. Et on parlait tout à l'heure de coûts qui augmentaient et de budget marketing qui était finalement pas plus important d'année en année. Donc il faut qu'on exploite à bon escient les outils qui sont mis à notre disposition. Et nous, on utilise l'IA pour augmenter en productivité et se dire finalement, les messages qui sont relayés dans nos communications emailing, c'est nous qui les créons. En revanche, le ciblage, on le confie à l'IA. Et donc, depuis qu'on a fait ça, ça a augmenté nos performances, que ce soit en taux d'ouverture, en taux de clic, etc. et en revenus générés derrière. Donc, on utilise vraiment les outils. Donc ça, c'est le deuxième socle. Et troisième socle, qui est crucial pour le réseau Selectour, c'est l'humain. Puisque nous, l'objectif, c'est de ramener et d'attirer des clients en agence. Et donc, derrière, après, à l'agent de voyage d'être ses forces de persuasion pour convertir sa visite en achat. Et donc, on se base vraiment sur l'humain pour tout ça. Et donc, c'est ce qui fait la valeur ajoutée de Selectour. Une data mesurable, riche, des outils qu'on utilise de façon optimisée et l'humain derrière pour générer de la conversion. Merci beaucoup. On va devoir s'arrêter là parce que le timing a chauffé. On a parlé beaucoup de choses. On va devoir arrêter l'enregistrement parce que cette conférence était enregistrée, mais on est disponible pour vos questions. Je voulais d'abord qu'on remercie énormément Axel, Lucille et Bertrand de tous vos éclairages. Et on va arrêter l'enregistrement là, mais on est disponible pour vos questions pour y répondre tout simplement. Est-ce que, par rapport à tout ce que vous avez entendu, vous souhaitez échanger avec Axel, Lucille ou Bertrand? Est-ce que vous avez des questions? Je vais me lever pour aller en prendre quelques-unes. Il y en a une ici. On vous écoute. Bonjour à tous. Vous parliez de contenu de qualité. C'est quoi un contenu de qualité pour vous? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Excellente question. Axel, vas-y. Alors un contenu de Un qualité, contenu désirable. Voilà, et étonnamment ça se mesure assez quantitativement. Donc il y a déjà des informations qui doivent être pertinentes et qui répondent plutôt aux recherches des gens. Donc on se rend compte que chez nous, par exemple, si on a une page guide, un contenu de qualité, c'est un contenu qui va répondre, on va dire, entre les 5 et 10 grandes questions que se posent les gens. Donc il y a déjà un volume. Donc ce n'est pas juste une présentation générique d'une destination, c'est être beaucoup plus tourné vers l'intérêt utilisateur. Donc un contenu de qualité, c'est un contenu qui répond à des questions dont se posent les gens. Ça, c'est un des premiers critères que nous comporte. C'est un contenu qui est relativement, pas exhaustif, mais qui effectivement va donner des informations assez enrichissantes. Et si on regarde les évolutions des algorithmes, on n'a pas beaucoup vu parler d'IA, mais enfin quand même un petit peu au milieu. Par exemple, ce qui est considéré comme un contenu de qualité, par les IA aujourd'hui, de ce qu'on en voit, nous, c'est un contenu qui va être créé par des experts, par des gens. Donc ce qu'on considère contenu de qualité, nous, c'est un contenu dans lequel on est en train de démontrer à des robots que c'est écrit par des gens qui sont des experts de la destination. Ce que disait Lucille, c'est que quand il donne un bon plan, c'est le bon plan de quelqu'un qui l'a vécu. Chez nous, c'est pareil. Et donc comment on fait ça? À la fin d'un contenu, on le fait signer par le nom de l'auteur, on met un lien là sur une page spéciale qui va décrire l'expertise de l'auteur en reprenant ses publications, son LinkedIn, s'il a écrit dans les guides du routard, ainsi de suite. Donc on va légitimer l'expertise de l'auteur par une page qui lui est dédiée et qui va reprendre tout ça. Et donc ça, si on cumule un peu un contenu qui répond aux questions des utilisateurs, qui reprend les interrogations, les informations génériques, qui diversifie aussi, on l'a dit, les typologies de contenu. Donc des photos, de la vidéo aujourd'hui, une interview de l'auteur qui va alimenter ça. Donc plusieurs supports, plusieurs réponses et la légitimité d'un expert qui va répondre. Et enfin, la petite touche de plus, c'est essayer de se différencier des autres par le ton qu'on va donner. Donc nous, par exemple, dans tous nos contenus, on a créé ce qu'on appelle le plus du routard, qui est le petit conseil qu'a vu la personne en voyage, le truc de plus qu'on ne peut pas avoir sur un contenu qui va être rédigé depuis Paris, qu'on n'aura pas, quoi, le petit café qui est au coin de la rue, enfin ce qui fait un peu l'essence de notre marque, qu'on met en avant et qu'on balise. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont identifiées par les robots. On a dit ça, c'est un label conseil du routard de notre expert. Donc non seulement les gens le voient, ils trouvent
qu'il y a quelque chose de différent par rapport au contenu qui est généré, mais les algorithmes et les moteurs de recherche le voient aussi comme quelque chose de supplémentaire. Et on pense que c'est aussi une clé pour être référencé et considéré comme crédible dans les IA demain. Ça. Et ce J'espère que ça sera répond. malheureusement le mot de la fin, parce qu'il y a une conférence qui commence dans 5-10 minutes. Merci encore infiniment à vous trois, c'était passionnant. Merci. Merci. Merci Merci beaucoup Axel, beaucoup. merci Lucille et merci Bertrand. On peut les applaudir.